Vous avez donné quelques pistes, elle est toute trouvée pour aller voir du côté du droit comment cette mutation s'organise, s'invente. Et c'est avec vous, Isabelle Garin-Vigier, que nous allons en parler. Vous êtes avocate spécialisée en droit social au sein du cabinet MBA qui est basé à Rennes. C'est intéressant à ce stade de nos échanges de faire peut-être un arrêt sur image sur la dimension juridique de notre réflexion. On a vu que parfois les évolutions sont en avance de la société ou plutôt du cadre réglementaire qui la régit. Et du coup, quand on s'adapte, il faut avancer en marchant. C'est ce que vous allez peut-être nous dire. Voilà, une lecture dynamique. Je n'avais pas vu votre titre, mais tout est dit. On avance en marchant. Lecture dynamique du cadre juridique du travail à distance, du lieu de travail. On vous écoute. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Si vous voulez le micro HF, c'est peut-être aussi pratique, comme vous voulez. Comment? Je ne sais pas si les... Celui-là fonctionne, mais non, non, c'est bon. Ça vous va? Ça me Bien. va. C'est surtout si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Tout le monde m'entend. Baissez, d'accord. Donc, je vais vous présenter le cadre juridique du travail en mobilité en essayant de vous en faire une lecture dynamique. Bon, mais je suis et je reste une juriste, hein, donc mon propos sera forcément cadré, voire carré, et je m'en excuse d'ores et déjà. Donc, la dernière décennie a été marquée par un grand développement de la mobilité des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ordinateurs portables, téléphones mobiles, smartphones et tablettes. Le développement de ces nouvelles technologies dans les entreprises contribue à changer la nature du travail. Vous l'avez bien compris, un salarié peut travailler à son domicile quasiment normalement et changer la nature de son travail. Idem pour le commercial en clientèle qui peut passer des commandes et remonter des données sans passer à son bureau. Pareil pour le cadre. Le droit du travail tente de répondre avec les outils dont il dispose aux questions posées par l'utilisation de ces nouvelles technologies et à cette nouvelle façon de travailler. Cette transformation du travail a modifié les notions de temps et d'espace. Les délais sont raccourcis, le travail à distance est possible. Par ailleurs, on constate une porosité croissante entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est pourquoi je diviserai mon propos en deux parties. La première partie abordera le télétravail et la deuxième partie traitera de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Tout d'abord, le télétravail. La pratique du télétravail est depuis une loi du 22 mars 2012 codifiée par le Code du travail. Toutefois, il est toujours utile de se référer à l'accord national interprofessionnel, l'ANI du 19 juillet 2005, dont certaines dispositions peuvent s'avérer utiles. Alors, vous voyez l'article L1222-9 alinéa 1 du Code du travail, qui est la base du Code du travail, qui est la base de la définition du télétravail. À la lecture de cet article, on constate que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu exécuté dans les locaux de l'entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Le télétravail se caractérise donc par un travail qui nécessite l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. Un travail également exécuté de manière régulière et volontaire en dehors des locaux de l'entreprise. Et un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise, ce qui exclut les salariés dont les fonctions s'exercent par nature en dehors de l'entreprise, tels que les commerciaux. Le télétravail peut avoir plusieurs formes. Le télétravail à domicile, donc on voit bien, le salarié exécute son travail à son domicile en utilisant le matériel qui est mis à sa disposition par son employeur. Le travail alterné, le salarié travaille en alternant des périodes passées sur le lieu de travail et à son domicile. Et le télétravail en centre de proximité. Le salarié travaille dans des centres d'affaires, coworking. Le télétravail peut être prévu dès l'embauche ou ultérieurement, peu importe. Mais en tout état de cause, il doit donner lieu à une clause dans un contrat de travail, voire un avenant. Et par ailleurs, si l'entreprise décide de le généraliser dans son entreprise, il convient de mettre en place un accord collectif d'entreprise.
En tout état de cause, les représentants du personnel ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité doivent être consultés sur le sujet. Selon le Code du travail, le contrat de travail doit mentionner certaines clauses obligatoires, notamment les conditions de passage en télétravail, les plages horaires, les modalités de contrôle du temps de travail, les conditions de retour à une exécution du travail sans télétravail et la priorité pour occuper un travail sans télétravail. De même, certaines clauses peuvent être prévues, notamment une période d'adaptation, le descriptif du poste et les règles de mise à disposition de l'utilisation de l'équipement, tels que l'ordinateur, la connexion Internet, les abonnements, ainsi que les règles d'aménagement du local d'habitation de la maison du salarié. Par ailleurs, l'employeur doit prendre toute mesure pour éviter l'isolement du salarié, du télétravailleur par rapport aux autres salariés qui, par définition, sont dans l'entreprise. Ainsi, le salarié doit pouvoir rencontrer sa hiérarchie et ses collègues. La désignation d'un référent est conseillée en la matière. Ainsi, selon l'Observatoire des conditions de travail, afin de maintenir un lien social entre le salarié et l'entreprise, le télétravail ne devrait pas dépasser 3 jours par semaine. Le télétravailleur a les mêmes droits collectifs que les autres salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise, notamment les élections professionnelles, les accès aux informations des représentants du personnel. Il a également les mêmes droits individuels et le même accès à la formation et aux entretiens professionnels annuels. Sa charge de travail doit être identique aux autres salariés en situation comparable et travaillant dans l'entreprise. Le télétravailleur peut travailler selon les mêmes horaires que les autres salariés ou bénéficier d'un horaire différent. La seule exigence est de respecter la législation relative à la durée du travail, tout spécialement la durée maximale du travail et des temps de repos. En effet, le télétravail ne dispense pas l'employeur de contrôler le temps de travail du salarié. L'employeur doit veiller à la réglementation sur le temps de travail, notamment en s'assurant de la fiabilité de décompte des heures. Sur ce terrain, afin d'assurer une charge de travail raisonnable pour le télétravailleur, il n'est pas exclu d'interdire techniquement toute connexion ne respecte pas les 11 heures minimales de travail par semaine, voire les 5 heures hebdomadaires. Il ne faut pas oublier que le télétravail n'est pas un statut, mais un mode d'organisation interne de l'entreprise, fondé sur le volontariat, aussi bien côté employeur que salarié. Ce mode d'organisation présente bien évidemment de nombreux avantages. Réduction des temps de trajet, liberté de gestion, réduction des coûts fixes, baisse de l'absentéisme, à condition d'être toutefois bien pensé et bien encadré, et à condition de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les nouvelles technologies, en faisant éclater la frontière entre travail et vie privée, peuvent apporter de la souplesse, mais aussi des avantages gagnant-gagnant, employeurs-salariés, mais aussi des contraintes supplémentaires. Et c'est pourquoi plusieurs points de vigilance doivent être traités au plan juridique. Tout d'abord, l'obligation de l'employeur de la santé et de la sécurité au travail, le risque de requalification en heures supplémentaires, le droit au repos obligatoire journalier et hebdomadaire, même pour les salariés en forfait jour, ainsi qu'un droit à déconnexion. C'est à la mode, ça, cette formule. Oui, Hein je viendrai dans ma conclusion. Alors, tout d'abord, le premier point, le droit à la santé et à la sécurité du salarié au travail. Donc là, un nouvel article du Code du travail. Donc l'article L 4121-1 du Code du travail. Selon cet article, le droit à la santé et à la sécurité du travail est une obligation. L'employeur prend ainsi les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. L'abus des outils informatiques et de communication peut conduire à des situations de stress professionnel, voire d'épuisement, telles que des burn-out, donc aujourd'hui qui sont en cours de reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Et aujourd'hui, aucune entreprise ne peut ignorer les risques psychosociaux. L'employeur ne doit pas sous-estimer sa responsabilité en la matière, puisque par rapport à la jurisprudence actuelle, cette obligation de santé et de sécurité au travail est une obligation de résultat.
Donc, c'est-à-dire que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Il a réellement une obligation de résultat en la matière et non pas seulement une obligation de moyens. Lié à cette obligation de résultat, l'employeur est contraint par là même de s'immiscer dans la vie personnelle de ses salariés afin de prévenir leur santé. Le manquement à cette obligation de résultat peut avoir le caractère d'une faute de l'employeur, voire une faute inexcusable en matière de législation sur les accidents du travail. Ça se plaide et vous ça gagnez. Ça se plaide, hein. mais j'essaye de gagner. Mais bon, c'est vrai que c'est très important d'avoir ça en tête. Aujourd'hui, c'est une notion qui revient assez fréquemment dans les contentieux. Vous allez peut-être nous dire comment s'y prendre alors du coup. Oui, à part des mesures de prévention. Donc en fait, reprendre aussi les mesures qui sont indiquées par l'article L41-21 du Code du travail, les actions de prévention, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Alors l'autre point, le risque de vigilance à avoir en matière juridique, c'est le risque de requalification en heures supplémentaires des périodes de travail effectuées à partir d'outils numériques. L'utilisation des outils numériques, donc on l'a dit, les mails, les appels téléphoniques, en dehors du temps de travail, le soir, le week-end, pendant les congés, pendant les arrêts maladie, peut constituer un moyen de preuve pour le salarié en vue de faire requalifier ces temps d'utilisation en travail effectif. Le risque est alors que l'employeur soit condamné au paiement d'heures supplémentaires. En théorie, les heures de connexion en dehors des horaires de travail sur ce type d'outils numériques constituent des heures supplémentaires qu'il convient de rémunérer et de récupérer en tant que telles. À défaut d'un tel paiement, le risque est alors qu'un salarié aille devant le juge. Désolé, encore un contentieux potentiel, mais je vous l'ai dit en début de propos, je suis une juriste, donc je suis obligée d'alerter. Après aussi de prévenir, bien évidemment. Le risque est qu'un salarié aille devant le juge pour faire respecter le paiement de ses heures supplémentaires lors de son départ de l'entreprise, puisque ces cas se rencontrent fréquemment lors de départ d'entreprise, et notamment pour essayer de négocier son départ. Dans le cadre de la négociation. Voilà, pour négocier clairement son départ. Et la preuve des heures supplémentaires, je vous l'ai dit, sera d'autant plus facile à rapporter par le salarié, puisqu'il aura des traces des preuves écrites telles que des mails ou des SMS. Résultat, la condamnation peut s'avérer parfois coûteuse par l'entreprise, puisque ça monte assez vite, vu que c'est des salaires, qui dit salaire, dit cotisation. Donc il y a une recrudescence de ces procédures que vous constatez ? En heures supplémentaires, oui. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la durée du travail et le décompte des heures supplémentaires, les salariés sont forcément, enfin je ne suis pas que côté employeur aussi salarié, mais décomptent leurs heures, bon, ce qui est normal aussi, hein, puisque c'est la législation, donc ils sont au courant, donc forcément, qui dit heure travaillée dit heure payée, quoi. Bon, voilà. Donc quand ça se passe mal, il peut y avoir en effet une négociation lors du départ, et dans ce cas-là, l'employeur a tout intérêt à négocier, puisque ça peut monter assez vite si le salarié a toutes ses preuves d'établissement de ses heures supplémentaires. Et notamment un arrêt du 30 janvier 2014 d'une cour d'appel de Grenoble qui a reconnu le paiement d'heures supplémentaires au vu d'une série de mails produits par le salarié qui établissait qu'il avait envoyé des messages à caractère professionnel en dehors des heures de travail de l'entreprise. L'employeur peut également être éventuellement sanctionné pour non-respect du repos quotidien et non-respect des durées maximales des travails, mais aussi être sanctionné pour travail dissimulé. Et là, bon, c'est vrai que c'est un peu gênant. Ça va chercher loin, mais aujourd'hui, il y a quand même des contentieux sur le sujet. C'est un peu un sujet aussi à la mode, travail dissimulé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du pénal, donc c'est très gênant. Donc, c'est un procès verbal qui est envoyé au procureur de la République. Bon, souvent, il n'y a pas de classe, c'est classé sans suite. Mais c'est toujours très désagréable. Ça génère du stress. Voilà, c'est très désagréable. Alors, troisième point de vigilance, c'est le droit au repos journalier, les 11 heures de repos consécutifs, ainsi que le 48 heures hebdomadaires maximum. Alors, 48 heures, c'est vraiment le maxi du maxi, hein. Normalement, c'est 44 heures sur 12 semaines. Et même pour les salariés qui sont en forfait jour. Alors, je vous rappelle ce que c'est le forfait jour. Je pense que vous êtes au courant, mais je pourrais refaire oui, c'est bien de préciser les choses. Le forfait annuel en jour consiste à décompter le temps de travail, non pas en heures, mais en journée, demi-journée de travail. C'est plutôt pour les cadres, ça. Alors, c'est pour les cadres ou les salariés qui disposent d'une certaine autonomie. Il faut pouvoir prouver son autonomie. Et notamment, il y a les salariés
itinérants qui peuvent aussi être soumis à ce type de forfait jour. Ce n'est pas forcément que pour les cadres. Mais il faut que ça soit aussi prévu par un accord collectif d'entreprise. Alors, soit un accord de branche ou soit un accord négocié dans l'entreprise. Alors, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a quand même eu un arrêt qui a été marquant en matière de forfait jour, un arrêt aujourd'hui de 2011, mais qui est toujours d'actualité, puisque cet arrêt de la Cour de cassation indique qu'un forfait jour doit garantir aux salariés le respect des durées maximales de travail afin d'assurer sa protection de la sécurité et de la santé au travail. Donc, on refait la boucle, on revient sur le premier point, mais tout ça est lié, hein. Et ainsi a été invalidé au vu de cet arrêt de 2011 plusieurs dispositions de conventions collectives qui ont été indiquées notamment dans la presse par rapport au forfait jour. Donc il y a eu les conventions collectives de la chimie, des experts comptables, commerce de gros et Syntec notamment. Et le cas de Syntec est très intéressant puisque la branche a de nouveau sécurisé le forfait jour en concluant un nouvel avenant qui prévoit des dispositions relatives au décompte des jours travaillés et au suivi de la charge de travail, mais aussi, ce qui est intéressant pour notre propos, un droit à déconnexion des outils de communication. Alors, le texte de l'avenant Syntec, je ne sais pas s'il est... Non. Voilà, oui, non, voilà, voilà, vous le voyez, c'est ouais. ça le texte de l'avenant Syntec. Obligation de déconnexion des outils. Voilà, c'est ça, c'est l'article 481 de l'avenant Syntec, qui prévoit notamment plusieurs dispositions que vous pouvez lire. Donc l'obligation de déconnexion, le temps en repos quotidien et hebdomadaire, et l'employeur doit s'assurer des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Tout ça, je vous le rappelle, dans le cadre de cette obligation de santé au travail et de sécurité au travail. Les fameux risques psychosociaux dont on parlait tout à l'heure. Voilà, du risque que on disait tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va continuer parce qu'il y a eu un nouvel avenant qui est intervenu. Enfin, toutes les conventions collectives sont en train de se sécuriser. Et il y a notamment un avenant qui est intervenu récemment dans la branche des hôtels, cafés, restaurants. Donc, ce fameux droit à déconnexion, il faut savoir que le principe du droit à déconnexion n'est pas prévu par le Code du travail. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a aucune disposition dans le Code du travail à ce sujet. Mais le principe est aussi aujourd'hui reconnu par la jurisprudence et par les partenaires sociaux. Alors, il y a notamment un arrêt de la Cour de cassation qui indique que le fait de ne pas pouvoir être joint en dehors de ses horaires de travail sur son portable n'est pas un motif de licenciement. Bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on a en matière de jurisprudence. Mais il y a aussi donc l'article 17 de l'ANI, donc l'Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie, qui énonce ce droit à déconnexion. Donc, je vous ai mis le texte, et notamment le dernier paragraphe qui est intéressant. Les entreprises rechercheront, après avoir recueilli le point de vue des salariés sur l'usage des technologies dans l'entreprise, les moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle, d'où la conciliation et la frontière vie privée, vie professionnelle, en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l'entreprise et des fonctions exercées par l'institution, par exemple le droit de déconnexion, comme cela se pratique déjà dans certaines entreprises. Alors, le droit à déconnexion, c'est facile à énoncer. Une fois qu'on a dit ça, c'est très facile. Mais comment on fait aujourd'hui, ça peut s'avérer complexe dans la mise en œuvre compte tenu des pratiques diverses et des attentes de salariés, parce qu'il y a aussi des attentes de salariés qui sont aussi assez satisfaits de pouvoir être joignables et connectés. Même moi-même, tout à l'heure, j'étais déjà connectée. Je voyais ce qui se passait au bureau. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est... Mais il y a quand même des modalités d'encadrement. Alors, une des premières modalités qui pourrait être prévue, c'est une charte. On peut mettre aussi dans l'entreprise une charte de bonne utilisation des outils numériques. Alors, la charte précisera la mise en place et les modalités d'utilisation des outils informatiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette charte peut avoir la valeur d'un règlement, la valeur juridique d'un règlement intérieur. Donc, pour ce qui est d'un règlement intérieur, il y a tout un cadre juridique à respecter, notamment consultation des représentants du personnel, information des salariés. Il y a une autre solution qui pourrait être mise en place par rapport à ce droit à déconnexion, c'est carrément le blocage de l'accès des messageries, en dehors des horaires habituels de travail, sauf cas exceptionnels, par exemple, cas d'épidémie, donc maladie, genre grippe A, enfin bon, on a connu une époque.
Alors, il faut savoir que cette solution, j'ai trouvé un exemple, a été mise en place au sein du groupe Volkswagen en Allemagne. Hein. Comment? Ils sont dans l'actualité aujourd'hui, oui, mais pour autre chose. J'ai entendu Hein. pour autre chose, pour la pollution. Voilà. Hein, donc, ça a été mis dans un seul établissement du groupe Volkswagen pour le moment en Allemagne, ouais. à titre de pilote. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a des exemples, par exemple ailleurs en Europe, qui pourraient influencer la jurisprudence française ou la pratique française en la matière? Ouais. Donc, il y a cet exemple-là du groupe Volkswagen dans un établissement en Allemagne qui a été passé par accord d'entreprise. Et entre 18h15 le soir et 7h30 le matin, et le week-end, seule la fonction d'appel téléphonique des smartphones est disponible. Donc on ne peut pas recevoir des appels, mais on peut juste appeler. Il y a aussi un autre exemple qui a été mis en place, et là c'est plus une programmation des ordinateurs pour délivrer des signaux d'alerte, ou alors supprimer carrément automatiquement les mails pendant les vacances et les rediriger vers un autre interlocuteur. Il y a le groupe Daimler qui a mis en place ce système, appelé Life Balance. Ce sont des groupes, excusez-moi de vous interrompre, mais à chaque fois où la cogestion et où le rôle des représentants du personnel est important. Oui, il y a peut-être une corrélation entre les deux. Ah ben oui. Puis bon, pour le moment, c'est vrai que les trois exemples, je suis désolée, il n'y a qu'en Allemagne. Voilà. Les trois que je vais vous citer, donc, où les partenaires sociaux ont quand même un poids assez important. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais bon, il y a le rapport de Bruno Mettling qui va peut-être mettre un petit peu en place toutes ces choses-là. Donc, dans le groupe Daimler, je vous disais donc, le système Life Balance, qui permet aux employeurs de faire effacer les courriels qu'ils reçoivent pendant leurs vacances, carrément, il y a une suppression automatique. Et il y a encore une autre alternative qui a été mise en place, alors cette fois-ci par le groupe automobile BMW, qui reconnaît, alors là carrément, ils vont carrément très loin, parce qu'ils reconnaissent carrément que les heures de travail effectuées en dehors du bureau soit des vraies heures de travail et comptabilisées comme telles. Donc en enlevant le risque, je vous ai dit tout à l'heure, de requalification en heures supplémentaires, avec toutes les notions que ça implique en termes de paiement. Alors, ce qui revient à reconnaître du coup le travail mobile comme faisant partie intégrante du travail. Le travail mobile fait partie intégrante. Il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de frontières entre les deux. Il n'y a plus de frontières. Et permettre ainsi aux salariés de choisir de façon autonome. Donc on revient à cette notion d'autonomie dans le forfait cadre, le forfait jour des cadres. Donc tout ça, vous voyez, est lié. Comment organiser son temps de travail? Les salariés peuvent déclarer des heures travaillées en dehors de leur temps de travail. Et en contrepartie, donc travailler en dehors de leur temps de travail le soir, le week-end, et en contrepartie, compenser eux-mêmes de façon autonome ces heures sur des congés ou des horaires aménagés. Donc, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, j'ai trouvé que 3 exemples, mais outre-Rhin. Bon, en France, je n'ai pas encore trouvé d'exemple. Mais le sujet est brûlant. Puisque nous avons le nouveau rapport de Bruno Mettling, directeur des ressources humaines d'Orange, qui a été remis à la ministre du Travail il y a une semaine, donc c'est très récent, un rapport intitulé Transformation numérique et vie au travail. On est au cœur du sujet. Voilà, on est au cœur du sujet. Et au titre de ces 36 préconisations, donc il y a 36 préconisations dans le rapport, dont l'une d'elles qui s'appelle le droit de compléter le droit à déconnexion pour un devoir de déconnexion. Donc vous pouvez le consulter, ce rapport, sur les sites travail1.gouv.fr. Et je vous conseille également de consulter un autre site qui est intéressant, le site de l'ORS, qui est l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, qui a fait paraître un rapport qui est récent, de janvier 2015, du meilleur usage des outils de communication numérique dans les entreprises. Et je vous ai indiqué aussi le site internet. Eh bien, voilà des bonnes lectures. Alors voilà, pas le week-end, ou alors ça ne sera pas comptabilité comme du travail. Oui, comme du travail. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation très précise qui montre que le droit est en train d'évoluer lui aussi sur ces questions-là. Il accompagne l'évolution sociétale, on parlait de management sociétal. Avec ses propres outils. Tout à fait. Voilà. On aurait 1000 questions à vous poser.